Épilogue. Chapitre 1. Gerolstein. Le prince Henri d'Erkosen-Oldenzaal au comte Maximilien Kaminetz. Oldenzaal, 25 août 1841. Nous rappellerons au lecteur qu'environ 15 mois se sont passés depuis le jour où Rodolphe a quitté Paris par la barrière Saint-Jacques, après le meurtre du Chourineur. J'arrive de Gerolstein, où j'ai passé 3 mois auprès du grand-duc et de sa famille. Je croyais trouver une lettre m'annonçant votre arrivée à Oldenzaal, mon cher Maximilien. Jugez de ma surprise et de mon chagrin lorsque j'apprends que vous êtes encore retenu en Hongrie pour plusieurs semaines. Depuis 4 mois, je n'ai pu vous écrire, ne sachant où vous adresser mes lettres, grâce à votre manière originale et aventureuse de voyager. Vous m'aviez pourtant formellement promis à Vienne, au moment de notre séparation, de vous trouver le 1er août à Oldenzaal. Il me faut donc renoncer au plaisir de vous voir, et pourtant jamais je n'aurais eu plus besoin d'épancher mon cœur dans le vôtre, mon bon Maximilien, mon plus vieil ami, car, quoique bien jeune encore, notre amitié est ancienne, elle date de notre enfance. Que vous dirais-je ? Depuis 3 mois, une révolution complète s'est opérée en moi. Je touche à l'un de ces instants qui décident de l'existence d'un homme. Jugez si votre présence, si vos conseils me manquent. Mais vous ne me manquerez pas longtemps, quels que soient les intérêts qui vous retiennent en Hongrie. Vous viendrez, Maximilien, vous viendrez, je vous en conjure, car j'aurai besoin sans doute de puissantes consolations, et je ne puis aller vous chercher. Mon père, dont la santé est de plus en plus chancelante, m'a rappelé de Gerolstein. Il s'affaiblit chaque jour davantage. Il m'est impossible de le quitter. J'ai tant à vous dire que je serai prolixe. Il me faut vous raconter l'époque la plus pleine, la plus romanesque de ma vie. Étrange et triste hasard. Pendant cette époque, nous sommes fatalement restés éloignés l'un de l'autre, nous les inséparables, nous les 2 frères, nous les 2 fervents apôtres de la 3 fois sainte amitié. Nous enfin, si fiers de prouver que le Carlos et le Posa de notre Schiller ne sont pas des idéalistes, et que, comme ces divines créations du grand poète, nous savons goûter les suaves délices d'un tendre et mutuel attachement. Oh, mon ami, que n'êtes-vous là? Que n'étiez-vous là? Depuis 3 mois, mon cœur déborde d'émotions à la fois d'une douceur ou d'une tristesse inexprimable. Et j'étais seul, et je suis seul. Plaignez-moi, vous qui connaissez ma sensibilité quelquefois si bizarrement expansive, vous qui souvent avez-vous mes yeux se mouiller de larmes au naïf récit d'une action généreuse, au simple aspect d'un beau soleil couchant, ou d'une nuit d'été paisible et étoilée. Vous souvenez-vous l'an passé, lors de notre excursion aux ruines d'Oppenfeld, au bord du Grand Lac, nos rêveries silencieuses pendant cette magnifique soirée si remplie de calme, de poésie et de sérénité? Bizarre contraste. C'était 3 jours avant ce duel sanglant où je n'ai pas voulu vous prendre pour second, car j'aurais trop souffert pour vous, si j'avais été blessé sous vos yeux. Ce duel, où pour une querelle de jeu, mon second, à moi, a malheureusement tué ce jeune Français, le vicomte de Saint-Rémy. À propos, savez-vous ce qu'est devenue cette dangereuse sirène que M. de Saint-Rémy avait amenée à Oppenfeld et qui se nommait, je crois, Cécilie David? Mon ami, vous devez sourire de pitié en me voyant m'égarer ainsi parmi de vagues souvenirs du passé, au lieu d'arriver aux graves confidences que je vous annonce. C'est que malgré moi, je recule l'instant de ces confidences. Je connais votre sévérité, et j'ai peur d'être grondé, oui, grondé, parce qu'au lieu d'agir avec réflexion, avec sagesse, une sagesse de 21 ans, hélas, j'ai agi follement, ou plutôt je n'ai pas agi. Je me suis laissé aveuglément emporter au courant qui m'entraînait, et c'est seulement depuis mon retour de Gerolstein que je me suis, pour ainsi dire, éveillé du songe enchanteur qui m'a bercé pendant 3 mois, et ce réveil est funeste.
Allons, mon ami, mon bon Maximilien, je prends mon grand courage. Écoutez-moi avec indulgence. Je commence en baissant les yeux, je n'ose vous regarder, car en lisant ces lignes, vos traits doivent être devenus si graves, si sévères, homme stoïque. Ayant obtenu un congé de 6 mois, je quittai Vienne, et je restai ici quelque temps auprès de mon père. Sa santé étant bonne alors, il me conseilla d'aller visiter mon excellente tante, la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye de Gerolstein. Je vous ai dit, je crois, mon ami, que mon aïeule était cousine germaine de l'aïeul du grand-duc actuel, et que ce dernier, Gustave Rodolphe, grâce à cette parenté, a toujours bien voulu nous traiter, moi et mon père, très affectueusement de cousins. Vous savez aussi, je crois, que pendant un assez long voyage que le prince fit dernièrement en France, il chargea mon père de l'administration du grand-duché. Ce n'est nullement par orgueil, vous le pensez, mon ami, que je vous parle de ces circonstances. C'est pour vous expliquer les causes de l'extrême intimité dans laquelle j'ai vécu avec le grand-duc et sa famille pendant mon séjour à Gerolstein. Vous souvenez-vous que l'an passé, lors de notre voyage des bords du Rhin, on nous apprit que le prince avait retrouvé en France et épousé in extremis madame la comtesse MacGregor afin de légitimer la naissance d'une fille qu'il avait eue d'elle lors d'une première union secrète, plus tard cassée pour vice de forme, et parce qu'elle avait été contractée malgré la volonté du grand-duc alors régnant. Cette jeune fille, ainsi solennellement reconnue, est cette charmante princesse Amélie, dont Dudley, qu'il avait vue à Gerolstein il y a maintenant une année environ, nous parlait cet hiver à Vienne avec un enthousiasme que nous accusions d'exagération. Étrange hasard, qui m'eût dit alors? Mais quoique vous ayez sans doute maintenant à peu près deviné mon secret, laissez-moi suivre la marche des événements sans l'intervertir. Le couvent de Sainte-Hermangilde, dont ma tante est l'abbesse, est à peine éloigné d'un demi-quart de lieue de Gerolstein, car les jardins de l'abbaye touchent au faubourg de la ville. Une charmante maison, complètement isolée du cloître, avait été mise à ma disposition par ma tante, qui m'aime, vous le savez, avec une tendresse maternelle. Le jour de mon arrivée, elle m'apprit qu'il y avait le lendemain réception solennelle et fête à la cour. Le grand-duc devant ce jour-là officiellement annoncer son prochain mariage avec madame la marquise d'Harville, arrivée depuis peu à Gerolstein, accompagnée de son père, monsieur le comte d'Orbigny. Les uns blâmaient le prince de n'avoir pas recherché encore une fois une alliance souveraine. La grande duchesse dont le prince était veuf appartenait à la maison de Bavière. D'autres, au contraire, et ma tante était du nombre, le félicitaient d'avoir préféré à des vues d'ambitieuses convenances une jeune et aimable femme qu'il adorait et qui appartenait à la plus haute noblesse de France. Vous savez d'ailleurs, mon ami, que ma tante a toujours eu pour le grand-duc Rodolphe l'attachement le plus profond. Mieux que personne, elle pouvait apprécier les éminentes qualités du prince. « Mon cher enfant, me dit-elle, à propos de cette réception solennelle où je devais me rendre le lendemain de mon arrivée. Mon cher enfant, ce que vous verrez de plus merveilleux dans cette fête sera sans contredit la perle de Gerolstein. » De qui voulez-vous parler, ma bonne tante? De la princesse Amélie, la fille du grand-duc? En effet, Lord Dudley nous en avait parlé à Vienne avec un enthousiasme que nous avions taxé d'exagération poétique. À mon âge, avec mon caractère et dans ma position, reprit ma tante, on s'exalte assez peu. Aussi, vous croirez à l'impartialité de mon jugement, mon cher enfant. Eh bien, je vous dis, moi, que de ma vie, je n'ai rien connu de plus enchanteur que la princesse Amélie. Je vous parlerai de son angélique beauté, si elle n'était pas douée d'un charme inexprimable qui est encore supérieur à la beauté. Figurez-vous la candeur dans la dignité et la grâce dans la modestie. Dès le premier jour où le grand-duc m'a présenté à elle, j'ai senti pour cette jeune princesse une sympathie involontaire.
Du reste, je ne suis pas la seule. L'archiduchesse Sophie est à Gerolstein depuis quelques jours. C'est bien la plus fière et la plus hautaine princesse que je sache. Il est vrai, ma tante, son ironie est terrible. Peu de personnes échappent à ses mordantes plaisanteries. À Vienne, on la craignait comme le feu. La princesse Amélie aurait-elle trouvé grâce devant elle? L'autre jour, elle vint ici après avoir visité la maison d'asile placée sous la surveillance de la jeune princesse. Savez-vous une chose? Me dit cette redoutable archiduchesse avec sa brusque franchise. J'ai l'esprit singulièrement tourné à la satire, n'est-ce pas? Eh bien, si je vivais longtemps avec la fille du grand-duc, je deviendrais, j'en suis sûr, inoffensive, tant sa bonté est pénétrante et contagieuse. Mais c'est donc une enchanteresse que ma cousine, dis-je à ma tante en souriant. Son plus puissant attrait, à mes yeux du moins, reprit ma tante, est ce mélange de douceur, de modestie et de dignité dont je vous ai parlé, et qui donne à son visage angélique l'expression la plus touchante. Certes, ma tante, la modestie est une rare qualité chez une princesse si jeune, si belle et si heureuse. Songez encore, mon cher enfant, qu'il est d'autant mieux à la princesse Amélie de jouir sans ostentation vaniteuse de la haute position qui lui est incontestablement acquise, que son élévation est récente. Et dans son entretien avec vous, ma tante, la princesse a-t-elle fait quelque allusion à sa fortune passée? Non, mais lorsque, malgré mon grand âge, je lui parlais avec le respect qui lui est dû, puisque son Altesse est la fille de notre souverain, son trouble ingénu, mêlé de reconnaissance et de vénération pour moi, m'a profondément ému, car sa réserve, remplie de noblesse et d'affabilité, me prouvait que le présent ne l'énivrait pas assez pour qu'elle oubliât le passé, et qu'elle rendait à mon âge ce que j'accordais à son rang. Il faut en effet, dis-je à ma tante, un tact exquis pour observer ces nuances si délicates. Aussi, mon cher enfant, plus j'ai vu la princesse Amélie, plus je me suis félicité de ma première impression. Depuis qu'elle est ici, ce qu'elle a fait de bonnes œuvres est incroyable, et cela avec une réflexion, une maturité de jugement qui me confondent chez une personne de son âge. Jugez-en. À sa demande, le grand-duc a fondé à Gerolstein un établissement pour les petites filles orphelines de 5 ou 6 ans, et pour les jeunes filles, orphelines aussi abandonnées, qui ont atteint 16 ans, âge si fatal pour les infortunés que rien ne défend contre la séduction du vice ou l'obsession du besoin. Ce sont des religieuses nobles de mon abbaye qui enseignent et dirigent les pensionnaires de cette maison. En allant la visiter, j'ai eu souvent l'occasion de juger de l'adoration que ces pauvres créatures déshéritées ont pour la princesse Amélie. Chaque jour, elle va passer quelques heures dans cet établissement, placé sous sa protection spéciale, et je vous le répète, mon enfant, ce n'est pas seulement du respect, de la reconnaissance que les pensionnaires et les religieuses ressentent pour son Altesse, c'est presque du fanatisme. Mais c'est un ange que la princesse Amélie, dis-je à ma tante. Un ange, oui, un ange, reprit-elle, car vous ne pouvez vous imaginer avec quelle attendrissante bonté elle traite ses protégés, de quelle pieuse sollicitude elle les entoure. Jamais je n'ai vu ménager avec plus de délicatesse la susceptibilité du malheur. On dirait qu'une irrésistible sympathie attire surtout la princesse vers cette classe de pauvres abandonnés. Enfin, le croiriez-vous, elle, fille d'un souverain, n'appelle jamais autrement ces jeunes filles que mes sœurs. À ces derniers mots de ma tante, je vous l'avoue, Maximilien, une larme me vint aux yeux. Ne trouvez-vous pas en effet belle et sainte la conduite de cette jeune princesse? Vous connaissez ma sincérité. Je vous jure que je vous rapporte et que je vous rapporterai toujours presque textuellement les paroles de ma tante. Puisque la princesse, lui dis-je, est si merveilleusement douée, j'éprouverai un grand trouble lorsque demain je lui serai présenté. Vous connaissez mon insurmontable timidité.
Vous savez que l'élévation du caractère m'impose encore plus que le rang. Je suis donc certain de paraître à la princesse aussi stupide qu'embarrassé. J'en prends mon parti d'avance. Allons, allons, me dit ma tante en souriant. Elle aura pitié de vous, mon cher enfant, d'autant plus que vous ne serez pas pour elle une nouvelle connaissance. Moi, ma tante? Sans doute. Et comment cela? Vous vous souvenez que lorsqu'à l'âge de 16 ans vous avez quitté Oldenzaal pour faire un voyage en Russie et en Angleterre avec votre père, j'ai fait faire de vous un portrait dans le costume que vous portiez au premier bal costumé donné par feu la grande-duchesse. Oui, ma tante, un costume de page allemand du XVIe siècle. Notre excellent peintre, Fritz Mocker, tout en reproduisant fidèlement vos traits, n'avait pas seulement retracé un personnage du XVIe siècle, mais par un caprice d'artiste, il s'était plu à imiter jusqu'à la manière et jusqu'à la vétusté des tableaux peints à cette époque. Quelques jours après son arrivée en Allemagne, la princesse Amélie, étant venue me voir avec son père, remarqua votre portrait et me demanda naïvement quelle était cette charmante figure des temps passés. Son père sourit, me fit un signe et lui répondit « Ce portrait est celui d'un de nos cousins, qui aurait maintenant, vous le voyez, à son costume, ma chère Amélie, quelque 300 ans, mais qui, bien jeune, avait déjà témoigné d'une rare intrépidité et d'un cœur excellent. Ne porte-t-il pas en effet la bravoure dans le regard et la bonté dans le sourire? Je vous en supplie, Maximilien, ne haussez pas les épaules avec un impatient dédain en me voyant écrire de telles choses à propos de moi-même. Cela me coûte, vous devez le croire, mais la suite de ce récit vous prouvera que ces puérils détails, dont je sens le ridicule amer, sont malheureusement indispensables. Je ferme cette parenthèse et je continue. La princesse Amélie, reprit ma tante, dupe de cette innocente plaisanterie, partagea l'avis de son père sur l'expression douce et fière de votre physionomie, après avoir plus attentivement considéré le portrait. Plus tard, lorsque j'allai la voir à Gerolstein, elle me demanda en souriant des nouvelles de son cousin des temps passés. Je lui avouai alors notre supercherie, lui disant que le beau page du XVIe siècle était simplement mon neveu, le prince Henri d'Erkosen-Oldenzaal, actuellement âgé de 21 ans, capitaine aux gardes de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, et en tout sauf le costume, fort ressemblant à son portrait. À ces mots, la princesse Amélie, ajouta ma tante, rougit et redevint sérieuse comme elle l'est presque toujours. Depuis, elle ne m'a naturellement jamais reparlé du tableau. Néanmoins, vous voyez, mon cher enfant, que vous ne serez pas complètement étranger, et un nouveau visage pour votre cousine, comme dit le grand-duc. Ainsi donc, rassurez-vous, et soutenez l'honneur de votre portrait, ajouta ma tante en souriant. Cette conversation avait eu lieu, je vous l'ai dit, mon cher Maximilien, la veille du jour où je devais être présenté à la princesse ma cousine. Je quittai ma tante et je rentrai chez moi. Je ne vous ai jamais caché mes plus secrètes pensées, bonnes ou mauvaises. Je vais donc vous avouer à quelles absurdes et folles imaginations je me laissais entraîner après l'entretien que je viens de vous rapporter. Chapitre 2. Gerolstein, suite. Le prince Henri d'Erkhausen-Oldenzaal au comte Maximilien Kaminetz. Vous m'avez dit bien des fois, mon cher Maximilien, que j'étais dépourvu de toute vanité. Je le crois. J'ai besoin de le croire pour continuer ce récit sans m'exposer à passer à vos yeux pour un présomptueux. Lorsque je fus seul chez moi, me rappelant l'entretien de ma tante, je ne pus m'empêcher de songer, avec une secrète satisfaction, que la princesse Amélie, ayant remarqué ce portrait de moi fait depuis 6 ou 7 ans, avait quelques jours après demandé, en plaisantant, des nouvelles de son cousin des temps passés. Rien n'était plus sot que de baser le moindre espoir sur une circonstance aussi insignifiante, j'en conviens. Mais je vous l'ai dit, je serai comme toujours envers vous de la plus entière franchise.
Eh bien, cette insignifiante circonstance me ravit. Sans doute, les louanges que j'avais entendu donner à la princesse Amélie par une femme aussi grave, aussi austère que ma tante, en élevant davantage la princesse à mes yeux, me rendaient plus sensible encore la distinction qu'elle avait daigné m'accorder, ou plutôt qu'elle avait accordée à mon portrait. Pourtant, que vous dirais-je? Cette distinction éveilla en moi des espérances si folles que, jetant à cette heure un regard plus calme sur le passé, je me demande comment j'ai pu me laisser entraîner à ces pensées qui aboutissaient inévitablement à un abîme. Quoique parent du grand-duc et toujours parfaitement accueilli de lui, il m'était impossible de concevoir la moindre espérance de mariage avec la princesse, lors même qu'elle eût agréé mon amour, ce qui était plus qu'improbable. Notre famille tient honorablement à son rang, mais elle est pauvre. Si on compare notre fortune aux immenses domaines du grand-duc, le prince le plus riche de la Confédération germanique. Et puis enfin, j'avais 21 ans à peine. J'étais simple capitaine aux gardes, sans renom, sans position personnelle. Jamais en un mot le grand-duc ne pouvait songer à moi pour sa fille. Toutes ces réflexions auraient dû me préserver d'une passion que je n'éprouvais pas encore, mais dont j'avais pour ainsi dire le singulier pressentiment. Hélas, je m'abandonnais au contraire à de nouvelles puérilités. Je portais au doigt une bague qui m'avait été autrefois donnée par Thécla, la bonne comtesse que vous connaissez. Quoique ce gage d'un amour étourdi, facile et léger ne pût me gêner beaucoup, j'en fis héroïquement le sacrifice à mon amour naissant, et le pauvre anneau disparut dans les eaux rapides de la rivière qui coule sous mes fenêtres. Vous dire la nuit que je passai est inutile. Vous la devinez. Je savais la princesse Amélie blonde et d'une angélique beauté. Je tâchais de m'imaginer ses traits, sa taille, son maintien, le son de sa voix, l'expression de son regard, puis songeant à mon portrait qu'elle avait remarqué, je me rappelai à regret que l'artiste maudit m'avait dangereusement flatté. De plus, je comparais avec désespoir le costume pittoresque du page du XVIe siècle au sévère uniforme du capitaine aux gardes de Sa Majesté impériale. Puis, à ces niaises préoccupations succédaient çà et là, je vous l'assure, mon ami, quelques pensées généreuses, quelques nobles élans de l'âme. Je me sentais ému, oh, profondément ému, au ressouvenir de cette adorable bonté de la princesse Amélie, qui appelait les pauvres abandonnés qu'elle protégeait ses sœurs, m'avait dit ma tante. Enfin, bizarre et inexplicable contraste, j'ai, vous le savez, la plus humble opinion de moi-même, et j'étais cependant assez glorieux pour supposer que la vue de mon portrait avait frappé la princesse. J'avais assez de bon sens pour comprendre qu'une distance infranchissable me séparait d'elle à jamais, et cependant je me demandais avec une véritable anxiété si elle ne me trouverait pas trop indigne de mon portrait. Enfin, je ne l'avais jamais vue. J'étais convaincu d'avance qu'elle me remarquerait à peine. Et cependant, je me croyais le droit de lui sacrifier le gage de mon premier amour. Je passai dans de véritables angoisses la nuit dont je vous parle et une partie du lendemain. L'heure de la réception arriva. J'essayai 2 ou 3 habits d'uniforme, les trouvant plus mal faits les uns que les autres, et je partis pour le palais grand-ducal très mécontent de moi. Quoique Gerolstein soit à peine éloigné d'un quart de lieue de l'abbaye de Saint-Hermangilde, durant ce court trajet 1000 pensées m'assaillirent. Toutes les puérilités dont j'avais été si occupé disparurent devant une idée grave, triste, presque menaçante. Un invincible pressentiment m'annonçait une de ces crises qui dominent la vie tout entière. Une sorte de révélation me disait que j'allais aimer passionnément, aimer comme on n'aime qu'une fois. Et pour comble de fatalité, cet amour, aussi hautement que dignement placé, devait être pour moi toujours malheureux. Ces idées m'effrayèrent tellement
que je pris tout à coup la sage résolution de faire arrêter ma voiture, de revenir à l'abbaye et d'aller rejoindre mon père, laissant à ma tante le soin d'excuser mon brusque départ auprès du grand-duc. Malheureusement, une de ces causes vulgaires dont les effets sont quelquefois immenses m'empêcha d'exécuter mon premier dessein. Ma voiture étant arrêtée à l'entrée de l'avenue qui conduit au palais, je me penchais à la portière pour donner à mes gens ordre de retourner, lorsque le baron et la baronne colèrent, qui, comme moi, se rendaient à la cour, m'aperçurent et firent aussi arrêter leur voiture. Le baron, me voyant en uniforme, me dit: Pourrais-je vous être bon à quelque chose, mon cher prince? Que vous arrive-t-il? Puisque vous allez au palais, montez avec nous, dans le cas où un accident serait arrivé à vos chevaux. » Rien ne m'était plus facile, n'est-ce pas, mon ami, que de trouver une défaite pour quitter le baron et regagner l'abbaye. Eh bien, soit impuissance, soit secret désir d'échapper à la détermination salutaire que je venais de prendre, je répondis d'un air embarrassé que je donnais ordre à mon cocher de s'informer à la grille du palais si on y entrait par le pavillon neuf ou par la cour de marbre. On entre par la cour de marbre, mon cher baron, me répondit le baron, car c'est une réception de grand gala. Dites à votre voiture de suivre la mienne, je vous indiquerai le chemin. Vous savez, Maximilien, combien je suis fataliste. Je voulais retourner à l'abbaye pour m'épargner les chagrins que je pressentais. Le sort s'y opposait. Je m'abandonnai à mon étoile. Vous ne connaissez pas le palais grand-ducal de Gerolstein, mon ami. Selon tous ceux qui ont visité les capitales d'Europe, il n'est pas, à l'exception de Versailles, une résidence royale dont l'ensemble et les abords soient d'un aspect plus majestueux. Si j'entre dans quelques détails à ce sujet, c'est qu'en me souvenant à cette heure de ces imposantes splendeurs, je me demande comment elles ne m'ont pas tout d'abord rappelé à mon néant. Car enfin, la princesse Amélie était fille du souverain maître de ce palais, de ses gardes, de ses richesses merveilleuses. La cour de marbre, vaste hémicycle, est ainsi appelée parce qu'à l'exception d'un large chemin de peinture où circulent les voitures, elle est dallée de marbre de toutes couleurs, formant de magnifiques mosaïques, au centre desquelles se dessine un immense bassin, revêtu de brèches antiques, alimenté par d'abondantes eaux, qui tombent incessamment d'une large vasque de porphyre. Cette cour d'honneur est circulairement entourée d'une rangée de statues de marbre blanc du plus haut style, portant des torchères de bronze doré d'où jaillissent des flots de gaz éblouissants. Alternant avec ces statues, des vases Médicis, exaucés sur leur socle richement sculpté, renfermaient d'énormes lauriers roses, véritables buissons fleuris dont le feuillage lustré, vu aux lumières, resplendissait d'une verdure métallique. Les voitures s'arrêtaient au pied d'une double rampe à balustres qui conduisait au péristyle du palais. Au pied de cet escalier se tenaient en vedette, montés sur leurs chevaux noirs, 2 cavaliers du régiment des gardes du grand-duc, qui choisit ses soldats parmi les sous-officiers les plus grands de son armée. Vous, mon ami, qui aimez tant les gens de guerre, vous eussiez été frappé de la tournure sévère et martiale de ces 2 colosses, dont la cuirasse et le casque d'acier, d'un profil antique, sans cimier ni crinière, étincelaient aux lumières. Ces cavaliers portaient l'habit bleu à collet jaune, le pantalon de daim blanc et les bottes fortes montant au-dessus du genou. Enfin, pour vous, mon ami, qui aimez ces détails militaires, j'ajouterai qu'en haut de l'escalier, de chaque côté de la porte, 2 grenadiers du régiment d'infanterie de la garde grand-ducale étaient en faction. Leur tenue, sauf la couleur de l'habit et des revers, ressemblait, m'a-t-on dit, à celle des grenadiers de Napoléon. Après avoir traversé le vestibule où se tenaient, hallebarde en main, les Suisses de livrée du prince, je montai un imposant escalier de marbre blanc
qui aboutissait à un portique orné de colonnes de jaspe et surmonté d'une coupole peinte et dorée. Là se trouvaient 2 longues files de valets de pied. J'entrai ensuite dans la salle des gardes, à la porte de laquelle se tenait toujours un chambellan et un aide de camp de service, chargé de conduire auprès de son Altesse royale les personnes qui avaient droit à lui être particulièrement présentées. Ma parenté, quoiqu'éloignée, me valut cet honneur. Un aide de camp me précéda dans une longue galerie remplie d'hommes en habits de cour ou d'uniforme et de femmes en grande parure. Pendant que je traversais lentement cette foule brillante, j'entendis quelques paroles qui augmentèrent encore mon émotion. De tous côtés, on admirait l'angélique beauté de la princesse Amélie, les traits charmants de la marquise d'Harville et l'air véritablement impérial de l'archiduchesse Sophie, qui, récemment arrivée de Munich avec l'archiduc Stanislas, allait bientôt repartir pour Varsovie. Mais tout en rendant hommage à l'altière dignité de l'archiduchesse, à la gracieuse distinction de la marquise d'Harville, on reconnaissait que rien n'était plus idéal que la figure enchanteresse de la princesse Amélie. À mesure que j'approchais de l'endroit où se tenaient le grand-duc et sa fille, je sentais mon cœur battre avec violence. Au moment où j'arrivais à la porte de ce salon, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait bal et concert à la cour, l'illustre Liszt venait de se mettre au piano. Aussi le silence le plus recueilli succéda-t-il au léger murmure des conversations. En attendant la fin du morceau, que le grand artiste jouait avec sa supériorité accoutumée, je restai dans l'embrasure d'une porte. Alors, mon cher Maximilien, pour la première fois, je vis la princesse Amélie. Laissez-moi vous dépeindre cette scène, car j'éprouve un charme indicible à rassembler ces souvenirs. Figurez-vous, mon ami, un vaste salon meublé avec une somptuosité royale, éblouissant de lumière, étendu d'étoffes de soie cramoisie, sur laquelle courait un feuillage d'or brodé en relief. Au premier rang, sur de grands fauteuils dorés, se tenait l'archiduchesse Sophie. Le prince lui faisait les honneurs de son palais. À sa gauche, madame la marquise d'Harville, et à sa droite, la princesse Amélie. Debout derrière elle était le grand-duc, portant l'uniforme de colonel de ses gardes. Il semblait rajeuni par le bonheur et ne pas avoir plus de 30 ans. L'habit militaire faisait encore valoir l'élégance de sa taille et la beauté de ses traits. Auprès de lui, l'archiduc Stanislas en costume de feld-maréchal, puis venaient ensuite les dames d'honneur de la princesse Amélie, les femmes des grands dignitaires de la cour, et enfin ceci. Ai-je besoin de vous dire que la princesse Amélie, moins encore par son rang que par sa grâce et sa beauté, dominait cette foule étincelante? Ne me condamnez pas, mon ami, sans lire ce portrait. Quoiqu'il soit 1000 fois encore au-dessous de la réalité, vous comprendrez mon adoration. Vous comprendrez que dès que je la vis, je l'aimais, et que la rapidité de cette passion ne put être égalée que par sa violence et son éternité. La princesse Amélie, vêtue d'une simple robe de moire blanche, portait, comme l'archiduchesse Sophie, le grand cordon de l'ordre impérial de Saint-Népomucène, qui lui avait été récemment envoyé par l'impératrice. Un bandeau de perles, entourant son front noble et candide, s'harmonisait à ravir avec les 2 grosses nattes de cheveux d'un blond cendré, magnifiques, qui encadraient ses joues légèrement rosées. Ses bras charmants, plus blancs encore que les flots de dentelle d'où ils sortaient, étaient à demi cachés par des gants qui s'arrêtaient au-dessous de son coude à fossettes. Rien de plus accompli que sa taille, rien de plus joli que son pied chaussé de satin blanc. Au moment où je la vis, ses grands yeux du plus pur azur étaient rêveurs. Je ne sais même si à cet instant elle subissait l'influence de quelque pensée sérieuse, ou si elle était vivement impressionnée par la sombre harmonie du morceau que jouait Liszt. Mais son demi-sourire me parut d'une douceur et d'une mélancolie indicibles.
La tête légèrement baissée sur sa poitrine, elle effeuillait machinalement un gros bouquet d'œillets blancs et de roses qu'elle tenait à la main. Jamais je ne pourrais vous exprimer ce que je ressentis alors. Tout ce que m'avait dit ma tante de l'ineffable bonté de la princesse Amélie me revint à la pensée. Souriez, mon ami. Mais malgré moi, je sentis mes yeux devenir humides en voyant rêveuse, presque triste, cette jeune fille si admirablement belle, entourée d'honneur, de respect et idolâtrée par un père tel que le grand-duc. Maximilien, je vous l'ai souvent dit, de même que je crois l'homme incapable de goûter certains bonheurs, pour ainsi dire trop complets, trop immenses pour ses facultés bornées, de même aussi je crois certains êtres trop divinement doués pour ne pas quelquefois sentir avec amertume combien ils sont esseulés ici-bas, et pour ne pas alors regretter vaguement leur exquise délicatesse qui les expose à tant de déceptions, à tant de froissements ignorés des natures moins choisies. Il me semblait qu'alors la princesse Amélie éprouvait la réaction d'une pensée pareille. Tout à coup, par un hasard étrange, tout est fatalité dans ceci, elle tourna machinalement les yeux du côté où je me trouvais. Vous savez combien l'étiquette et la hiérarchie des rangs sont scrupuleusement observées chez nous. Grâce à mon titre et aux liens de parenté qui m'attachent au grand-duc, les personnes au milieu desquelles je m'étais d'abord placé s'étaient peu à peu reculées, de sorte que je restais presque seul et très en évidence au premier rang, dans l'embrasure de la porte de la galerie. Il fallut cette circonstance pour que la princesse Amélie, sortant de sa rêverie, m'aperçut et me remarqua sans doute, car elle fit un léger mouvement de surprise et rougit. Elle avait vu mon portrait à l'abbaye, chez ma tante. Elle me reconnaissait, rien de plus simple. La princesse m'avait à peine regardé pendant une seconde, mais ce regard me fit éprouver une commotion violente, profonde. Je sentis mes joues en feu, je baissai les yeux et je restai quelques minutes sans oser les lever de nouveau sur la princesse. Lorsque je m'y hasardai, elle causait tout bas avec l'archiduchesse Sophie, qui semblait l'écouter avec le plus affectueux intérêt. Liszt ayant mis un intervalle de quelques minutes entre les deux morceaux qu'il devait jouer, le grand-duc profita de ce moment pour lui exprimer son admiration de la manière la plus gracieuse. Le prince, revenant à sa place, m'aperçut, me fit un signe de tête rempli de bienveillance et dit quelques mots à l'archiduchesse en me désignant du regard. Celle-ci, après m'avoir un instant considéré, se retourna vers le grand-duc, qui ne put s'empêcher de sourire en lui répondant et en adressant la parole à sa fille. La princesse Amélie me parut embarrassée, car elle rougit de nouveau. J'étais au supplice. Malheureusement, l'étiquette ne me permettait pas de quitter la place où je me trouvais avant la fin du concert qui recommença bientôt. 2 ou 3 fois, je regardai la princesse Amélie à la dérobée. Elle me sembla pensive et attristée. Mon cœur se serra. Je souffrais de la légère contrariété que je venais de lui causer involontairement et que je croyais deviner. Sans doute le grand-duc lui avait demandé en plaisantant si elle me trouvait quelque ressemblance avec le portrait de son cousin des temps passés. Et dans son ingéniosité, elle se reprochait peut-être de n'avoir pas dit à son père qu'elle m'avait déjà reconnu. Le concert terminé, je suivis l'aide de camp de service. Il me conduisit auprès du grand-duc qui voulut bien faire quelques pas au-devant de moi, me prit cordialement par le bras et dit à l'archiduchesse Sophie en s'approchant d'elle: « Je demande à votre Altesse impériale la permission de lui présenter mon cousin, le prince Henri d'Erkosen-Oldenzaal. J'ai déjà vu le prince à Vienne et je le retrouve ici avec plaisir, » répondit l'archiduchesse, devant laquelle je m'inclinai profondément. « Ma chère Amélie, » reprit le prince en s'adressant à sa fille, « je vous présente le prince Henri, votre cousin. Il est fils du prince Paul, l'un de mes plus vénérables amis, que je regrette bien de ne pas voir aujourd'hui à Gerolstein. »
Voudriez-vous, monsieur, faire savoir au prince Paul que je partage vivement les regrets de mon père, car je serais toujours bien heureuse de connaître ses amis, me répondit ma cousine avec une simplicité pleine de grâce. Je n'avais jamais entendu le son de la voix de la princesse. Imaginez-vous, mon ami, le timbre le plus doux, le plus frais, le plus harmonieux, enfin, un de ces accents qui font vibrer les cordes les plus délicates de l'âme. J'espère, mon cher Henri, que vous resterez quelque temps chez votre tante, que j'aime, que je respecte comme ma mère, vous le savez, me dit le grand-duc avec bonté. Venez souvent nous voir en famille, à la fin de la matinée sur les 3 heures. Si nous sortons, vous partagerez notre promenade. Vous savez que je vous ai toujours aimé, parce que vous êtes un des plus nobles cœurs que je connaisse. Je ne sais comment exprimer à votre Altesse royale ma reconnaissance pour le bienveillant accueil qu'elle daigne me faire. Eh bien, pour me prouver votre reconnaissance, dit le prince en souriant, invitez votre cousine pour la deuxième contredanse, car la première appartient de droit à l'archiduc. Votre Altesse voudra-t-elle m'accorder cette grâce? Dis-je à la princesse Amélie en m'inclinant devant elle. Appelez-vous simplement cousin et cousine, selon la bonne vieille coutume allemande, dit gaiement le grand-duc. Le cérémonial ne convient pas entre parents. Ma cousine me fera-t-elle l'honneur de danser cette contredanse avec moi? Oui, mon cousin, me répondit la princesse Amélie. Chapitre 3. Gerolstein, suite et fin. Le prince Henri de Kausen-Oldenzaal au comte Maximilien Kaminetz. Je ne saurais vous dire, mon ami, combien je fus à la fois heureux et peiné de la paternelle cordialité du grand-duc. La confiance qu'il me témoignait, l'affectueuse bonté avec laquelle il avait engagé sa fille et moi à substituer aux formules de l'étiquette ces appellations de famille d'une intimité si douce, tout me pénétrait de reconnaissance. Je me reprochais d'autant plus amèrement le charme fatal d'un amour qui ne devait ni ne pouvait être agréé par le prince. Je m'étais promis, il est vrai, je n'ai pas failli à cette résolution, de ne jamais dire un mot qui pût faire soupçonner à ma cousine l'amour que je ressentais. Mais je craignais que mon émotion, que mes regards me trahissent. Malgré moi pourtant, ce sentiment si muet, si caché qu'il dut être, me semblait coupable. J'eus le temps de faire ces réflexions pendant que la princesse Amélie dansait la première contredanse avec l'archiduc Stanislas. Ici comme partout, la danse n'est plus qu'une sorte de marche qui suit la mesure de l'orchestre. Rien ne pouvait faire valoir davantage la grâce sérieuse du maintien de ma cousine. J'attendais avec un bonheur mêlé d'anxiété le moment d'entretien que la liberté du bal allait me permettre d'avoir avec elle. Je fus assez maître de moi pour cacher mon trouble lorsque j'allai la chercher auprès de la marquise d'Harville. En songeant aux circonstances du portrait, je m'attendais à voir la princesse Amélie partager mon embarras. Je ne me trompais pas. Je me souviens presque mot pour mot de notre première conversation. Laissez-moi vous la rapporter, mon ami. Votre Altesse me permettra-t-elle, lui dis-je, de l'appeler ma cousine, ainsi que le grand-duc m'y autorise? Sans doute, mon cousin, me répondit-elle avec grâce. Je suis toujours heureuse d'obéir à mon père. Et je suis d'autant plus fière de cette familiarité, ma cousine, que j'ai appris par ma tante à vous connaître, c'est-à-dire à vous apprécier. Souvent aussi, mon père m'a parlé de vous, mon cousin, et ce qui vous étonnera peut-être, ajouta-t-elle timidement, c'est que je vous connaissais déjà, si cela peut se dire, de vue. Madame la supérieure de Saint-Hermangilde, pour qui j'ai la plus respectueuse affection, nous avait un jour montré à mon père et à moi un portrait. Oui, j'étais représenté en page du XVIe siècle. Oui, mon cousin. Et mon père fit même la petite supercherie de me dire que ce portrait était celui d'un de nos parents du temps passé, en ajoutant d'ailleurs des paroles si bienveillantes pour ce cousin d'autrefois que notre famille doit se féliciter de le compter parmi nos parents d'aujourd'hui. Hélas, ma cousine, je crains de ne pas plus ressembler au portrait moral que le grand-duc a daigné faire de moi qu'aux pages du XVIe siècle.
Vous vous trompez, mon cousin, me dit naïvement la princesse, car à la fin du concert, en jetant par hasard les yeux du côté de la galerie, je vous ai reconnu tout de suite, malgré la différence du costume. Puis, voulant changer sans doute un sujet de conversation qui l'embarrassait, elle me dit: quel admirable talent que celui de monsieur Liszt, n'est-ce pas? Admirable, avec quel plaisir vous l'écoutiez. C'est qu'en effet, il y a, ce me semble, un double charme dans la musique sans parole. Non seulement on jouit d'une excellente exécution, mais on peut appliquer sa pensée du moment aux mélodies que l'on écoute, et qui en deviennent, pour ainsi dire, l'accompagnement. Je ne sais si vous me comprenez, mon cousin. Parfaitement. Les pensées sont alors des paroles que l'on met mentalement sur l'air que l'on entend. C'est cela, vous me comprenez, dit-elle avec un mouvement de gracieuse satisfaction. Je craignais de mal expliquer ce que je ressentais tout à l'heure pendant cette mélodie si plaintive et si touchante. Grâce à Dieu, ma cousine, lui dis-je en souriant, vous n'avez aucune parole à mettre sur un air triste. Soit que ma question fût indiscrète et qu'elle voulût éviter d'y répondre, soit qu'elle ne l'eût pas entendu, tout à coup la princesse Amélie me dit, en me montrant le grand-duc, qui, donnant le bras à l'archiduchesse Sophie, traversait alors la galerie où l'on dansait. « Mon cousin, voyez donc mon père comme il est beau, quel air noble et bon, comme tous les regards le suivent avec sollicitude. Il me semble qu'on l'aime encore plus qu'on ne le révère. » Ah, m'écriai-je, ce n'est pas seulement ici, au milieu de sa cour, qu'il est chéri. Si les bénédictions du peuple retentissaient dans la postérité, le nom de Rodolphe de Gerolstein serait justement immortel. En parlant ainsi, mon exaltation était sincère, car vous savez, mon ami, qu'on appelle à bon droit les États du prince le paradis de l'Allemagne. Il m'est impossible de vous peindre le regard reconnaissant que ma cousine jeta sur moi en m'entendant parler de la sorte. Apprécier ainsi mon père, me dit-elle avec émotion, c'est être bien digne de l'attachement qu'il vous porte. C'est que personne plus que moi ne l'aime et l'admire. En outre, des rares qualités qui font les grands princes, n'a-t-il pas le génie de la bonté qui fait les princes adorés? Vous ne savez pas combien vous dites vrai, s'écria la princesse encore plus émue. Oh, je le sais, et tous ceux qui le gouvernent le savent comme moi. On l'aime tant que l'on s'affligerait de ses chagrins, comme on se réjouit de son bonheur. L'empressement de tous à venir offrir leurs hommages à madame la marquise d'Harville consacre à la fois et le choix de son Altesse royale et la valeur de la future grande duchesse. Madame la marquise d'Harville est plus digne que qui que ce soit de l'attachement de mon père. C'est le plus bel éloge que je puisse vous faire d'elle. Et vous pouvez sans doute l'apprécier justement, car vous l'avez probablement connue en France, ma cousine. À peine ai-je prononcé ces derniers mots que je ne sais quelle soudaine pensée vint à l'esprit de la princesse Amélie. Elle baissa les yeux, et pendant une seconde, ses traits prirent une expression de tristesse qui me rendit muet de surprise. Nous étions alors à la fin de la contredanse. La dernière figure me sépara un instant de ma cousine. Lorsque je la reconduisis auprès de madame d'Harville, il me sembla que ses traits étaient encore légèrement altérés. Je crus, et je crois encore, que mon allusion au séjour de la princesse en France, lui ayant rappelé la mort de sa mère, lui causa l'impression pénible dont je viens de vous parler. Pendant cette soirée, je remarquai une circonstance qui vous paraîtra puérile, mais qui m'a été une nouvelle preuve de l'intérêt que cette jeune fille inspire à tous. Son bandeau de perles s'étant un peu dérangé, l'archiduchesse Sophie, à qui elle donnait alors le bras, eut la bonté de vouloir lui replacer elle-même ce bijou sur le front. Or, pour qui connaît la hauteur proverbiale de l'archiduchesse, une telle prévenance de sa part semble à peine croyable. Du reste, la princesse Amélie, que j'observais attentivement à ce moment, parut à la fois si confuse, si reconnaissante, je dirais presque si embarrassée de cette gracieuse attention, que je crus voir briller une larme dans ses yeux.
Telle fut, mon ami, ma première soirée à Gerolstein. Si je voulais raconter avec tant de détails, c'est que presque toutes ces circonstances ont eu plus tard pour moi leurs conséquences. Maintenant, j'abrégerai. Je ne vous parlerai que de quelques faits principaux relatifs à mes fréquentes entrevues avec ma cousine et son père. Le surlendemain de cette fête, je fus du très petit nombre de personnes invitées à la célébration du mariage du grand-duc avec madame la marquise d'Harville. Jamais je ne vis la physionomie de la princesse Amélie plus radieuse et plus sereine que pendant cette cérémonie. Elle contemplait son père et la marquise avec une sorte de religieux ravissement qui donnait un nouveau charme à ses traits. On eût dit qu'il reflétait le bonheur ineffable du prince et de madame d'Harville. Ce jour-là, ma cousine fut très gaie, très causante. Je lui donnai le bras dans une promenade que l'on fit après dîner dans les jardins du palais, magnifiquement illuminés. Elle me dit à propos du mariage de son père: il me semble que le bonheur de ceux que nous chérissons nous est encore plus doux que notre propre bonheur, car il y a toujours une nuance d'égoïsme dans la jouissance de notre félicité personnelle. Si je vous cite entre mille ces deux réflexions de ma cousine, mon ami, c'est pour que vous jugiez du cœur de cette créature adorable qui a, comme son père, le génie de la bonté. Quelques jours après le mariage du grand-duc, j'eus avec lui une assez longue conversation. Il m'interrogea sur le passé, sur mes projets d'avenir. Il me donna les conseils les plus sages, les encouragements les plus flatteurs, me parla même de plusieurs de ses projets de gouvernement, avec une confiance dont je fus aussi fier que flatté. Enfin, que vous dirais-je? Un moment, l'idée la plus folle me traversa l'esprit. Je crus que le prince avait deviné mon amour et que dans cet entretien il voulait m'étudier, me pressentir et peut-être m'amener à un aveu. Malheureusement, cet espoir insensé ne dura pas longtemps. Le prince termina la conversation en me disant que le temps des grandes guerres était fini, que je devais profiter de mon nom, de mes alliances, de l'éducation que j'avais reçue et de l'étroite amitié qui unissait mon père au prince de M, premier ministre de l'empereur, pour parcourir la carrière diplomatique au lieu de la carrière militaire, ajoutant que toutes les questions qui se décidaient autrefois sur les champs de bataille se décideraient désormais dans les congrès, que bientôt les traditions tortueuses et perfides de l'ancienne diplomatie feraient place à une politique large et humaine, en rapport avec les véritables intérêts des peuples, qui de jour en jour avaient davantage la conscience de leurs droits, qu'un esprit élevé, loyal et généreux pourrait avoir avant quelques années un noble et grand rôle à jouer dans les affaires politiques et faire ainsi beaucoup de bien. Il me proposait enfin le concours de sa souveraine protection pour me faciliter les abords de la carrière qu'il m'engageait instamment à parcourir. Vous comprenez, mon ami, que si le prince avait eu le moindre projet sur moi, il ne m'eût pas fait de telles ouvertures. Je le remerciai de ses offres avec une vive reconnaissance, en ajoutant que je sentais tout le prix de ses conseils et que j'étais décidé à les suivre. J'avais d'abord mis la plus grande réserve dans mes visites au palais, mais, grâce à l'insistance du grand-duc, j'y vins bientôt presque chaque jour vers les 3 heures. On y vivait dans toute la charmante simplicité de nos cours germaniques. C'était la vie des grands châteaux d'Angleterre, rendue plus attrayante par la simplicité cordiale, la douce liberté des mœurs allemandes. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longues promenades à cheval avec le grand-duc, la grande-duchesse, ma cousine et les personnes de leur maison. Lorsque nous restions au palais, nous nous occupions de musique. Je chantais avec la grande-duchesse et ma cousine, dont la voix avait un timbre d'une pureté, d'une suavité sans égale, et que je n'ai jamais pu entendre sans me sentir remué jusqu'au fond de l'âme. D'autres fois, nous visitions en détail les merveilleuses collections de tableaux et d'objets d'art, ou les admirables bibliothèques du prince, qui, vous le savez, est un des hommes les plus savants et les plus éclairés de l'Europe. Assez souvent, je revenais dîner au palais,
et les jours d'opéra, j'accompagnais au théâtre la famille grand-ducale. Chaque jour passait comme un songe. Peu à peu, ma cousine me traita avec une familiarité toute fraternelle. Elle ne me cachait pas le plaisir qu'elle éprouvait à me voir. Elle me confiait tout, ce qui l'intéressait. 2 ou 3 fois, elle me pria de l'accompagner lorsqu'elle allait avec la grande-duchesse visiter ses jeunes orphelines. Souvent aussi, elle me parlait de mon avenir avec une maturité de raison, avec un intérêt sérieux et réfléchi qui me confondait de la part d'une jeune fille de son âge. Elle aimait aussi beaucoup à s'informer de mon enfance, de ma mère, hélas, toujours si regrettée. Chaque fois que j'écrivais à mon père, elle me priait de la rappeler à son souvenir. Puis, comme elle brodait à ravir, elle me remit un jour pour lui une charmante tapisserie à laquelle elle avait longtemps travaillé. Que vous dirais-je, mon ami? Un frère et une sœur, se retrouvant après de longues années de séparation, n'eussent pas joui d'une intimité plus douce. Du reste, lorsque, par le plus grand des hasards, nous restions seuls, l'arrivée d'un tiers ne pouvait jamais changer le sujet ou même l'accent de notre conversation. Vous vous étonnerez peut-être, mon ami, de cette fraternité entre 2 jeunes gens, surtout en songeant aux aveux que je vous fais. Mais plus ma cousine me témoignait de confiance et de familiarité, plus je m'observais, plus je me contraignais, de peur de voir cesser cette adorable familiarité. Et puis ce qui augmentait encore ma réserve, c'est que la princesse mettait dans ses relations avec moi tant de franchise, tant de noble confiance et surtout si peu de coquetterie, que je suis presque certain qu'elle a toujours ignoré ma violente passion. Il me reste un léger doute à ce sujet, à propos d'une circonstance que je vous raconterai tout à l'heure. Si cette intimité fraternelle avait dû toujours durer, peut-être ce bonheur m'eût suffi. Mais par cela même que j'en jouissais avec délice, je songeais que bientôt mon service, ou la carrière que le prince m'engageait à parcourir, m'appellerait à Vienne ou à l'étranger. Je songeais enfin que prochainement peut-être, le grand-duc penserait à marier sa fille d'une manière digne d'elle. Ces pensées me devinrent d'autant plus pénibles que le moment de mon départ approchait. Ma cousine remarqua bientôt le changement qui s'était opéré en moi. La veille du jour où je la quittai, elle me dit que depuis quelque temps, elle me trouvait sombre, préoccupée. Je tâchai d'éluder ses questions, j'attribuai ma tristesse à un vague ennui. Je ne puis vous croire, me dit-elle. Mon père vous traite presque comme un fils, tout le monde vous aime. Vous trouver malheureux serait de l'ingratitude. Eh bien, lui dis-je sans pouvoir vaincre mon émotion, ce n'est pas de l'ennui, c'est du chagrin, oui, c'est un profond chagrin que j'éprouve. Et pourquoi? Que vous est-il arrivé? Me demanda-t-elle avec intérêt. Tout à l'heure, ma cousine, vous m'avez dit que votre père me traitait comme un fils, qu'ici tout le monde m'aimait. Eh bien, avant peu, il me faudra renoncer à ces affections si précieuses. Il faudra enfin quitter Gerolstein, et je vous l'avoue, cette pensée me désespère. Et le souvenir de ceux qui nous sont chers, n'est-ce donc rien, mon cousin? Sans doute, mais les années, mais les événements amènent tant de changements imprévus. Il est du moins des affections qui ne sont pas changeantes, celle que mon père vous a toujours témoignée, celle que je ressens pour vous est de ce nombre, vous le savez bien. On est frères et sœurs, pour ne jamais s'oublier, ajouta-t-elle en levant sur moi ses grands yeux bleus humides de larmes. Ce regard me bouleversa. Je fus sur le point de me trahir. Heureusement, je me contins. Il est vrai que les affections durent, lui dis-je avec embarras, mais les positions changent. Ainsi, ma cousine, quand je reviendrai dans quelques années, croyez-vous qu'alors cette intimité dont j'apprécie tout le charme puisse encore durer? Pourquoi ne durerait-elle pas? C'est qu'alors vous serez sans doute mariée, ma cousine. Vous aurez d'autres devoirs, et vous aurez oublié votre pauvre frère. Je vous le jure, mon ami, je ne lui dis rien de plus. J'ignore encore si elle vit dans ces mots un aveu qui l'offensa,
ou aussi elle fut, comme moi, douloureusement frappée des changements inévitables que l'avenir devait nécessairement apporter à nos relations, mais au lieu de me répondre, elle resta un moment silencieuse, accablée. Puis, se levant brusquement, la figure pâle, altérée, elle sortit après avoir regardé pendant quelques secondes la tapisserie de la jeune comtesse d'Oppenheim, une de ces dames d'honneur qui travaillait dans l'embrasure d'une des fenêtres du salon où avait lieu notre entretien. Le soir même de ce jour, je reçus de mon père une nouvelle lettre qui me rappelait précipitamment ici. Le lendemain matin, j'allais prendre congé du grand-duc. Il me dit que ma cousine était un peu souffrante, qu'il se chargerait de mes adieux pour elle. Il me serra paternellement dans ses bras, regrettant, ajouta-t-il, mon prompt départ, et surtout que ce départ fut causé par les inquiétudes que me donnait la santé de mon père. Puis, me rappelant avec la plus grande bonté ses conseils au sujet de la nouvelle carrière qu'il m'engageait très instamment à embrasser, il ajouta qu'au retour de mes missions, ou pendant mes congés, il me reverrait toujours à Gerolstein avec un vif plaisir. Heureusement, à mon arrivée ici, je trouvais l'état de mon père un peu amélioré. Il est encore alité et toujours d'une grande faiblesse, mais il ne me donne plus d'inquiétude sérieuse. Malheureusement, il s'est aperçu de mon abattement, de ma sombre taciturnité. Plusieurs fois, mais en vain, il m'a déjà supplié de lui confier la cause de mon morne chagrin. Je n'oserais, malgré son aveugle tendresse pour moi, vous savez sa sévérité au sujet de tout ce qui lui paraît manquer de franchise et de loyauté. Hier, je le veillais, seul auprès de lui, le croyant endormi, je n'avais pu retenir mes larmes, qui coulaient silencieusement en songeant à mes beaux jours de Gerolstein. Il me vit pleurer, car il sommeillait à peine, et j'étais complètement absorbé par ma douleur. Il m'interrogea avec la plus touchante bonté. J'attribuai ma tristesse aux inquiétudes que m'avait données sa santé, mais il ne fut pas dupe de cette défaite. Maintenant que vous savez tout, mon bon Maximilien, dites, mon sort est-il assez désespéré? Que faire? Que résoudre? Ah, mon ami, je ne puis vous dire mon angoisse. Que va-t-il arriver, mon Dieu? Tout est à jamais perdu. Je suis le plus malheureux des hommes si mon père ne renonce pas à son projet. Voici ce qui vient d'arriver. Tout à l'heure, je terminais cette lettre, lorsqu'à mon grand étonnement, mon père, que je croyais couché, est entré dans mon cabinet où je vous écrivais. Il vit sur son bureau mes 4 premières grandes pages déjà remplies. J'étais à la fin de celle-ci. « À qui écris-tu si longuement ?» me demanda-t-il en souriant. « À Maximilien, mon père. »« Oh, me dit-il avec une expression d'affectueux reproche, je sais qu'il a toute ta confiance. Il est bien heureux, lui. » Il prononça ces derniers mots d'un ton si douloureusement navré que, touché de son accent, je lui répondis en lui donnant ma lettre presque sans réflexion. « Lisez, mon père. » Mon ami, il a tout lu. Savez-vous ce qu'il m'a dit ensuite, après être resté quelque temps méditatif? « Henri, je vais écrire au grand-duc ce qui s'est passé pendant votre séjour à Gerolstein. »« Mon père, je vous en conjure, ne faites pas cela. Ce que vous racontez à Maximilien est-il scrupuleusement vrai? »« Oui, mon père. En ce cas, jusqu'ici votre conduite a été loyale. Le prince l'appréciera. Mais il ne faut pas qu'à l'avenir vous vous montriez indigne de sa noble confiance, ce qui arriverait si, abusant de son offre, vous retourniez plus tard à Gerolstein dans l'intention peut-être de vous faire aimer de sa fille. Mon père, pouvez-vous penser... Je pense que vous aimez avec passion, et que la passion est tôt ou tard une mauvaise conseillère. Comment, mon père, vous écrirez au prince que vous aimez éperdument votre cousine? Au nom du ciel, mon père, je vous en supplie, n'en faites rien. Aimez-vous votre cousine? Je l'aime avec idolâtrie. Mais mon père m'interrompit. En ce cas, je vais écrire au grand-duc et lui demander pour vous la main de sa fille. Mais mon père, une telle prétention est insensée de ma part.
Il est vrai. Néanmoins, je dois faire franchement cette demande au prince, en lui exposant les raisons qui m'imposent cette démarche. Il vous a accueilli avec la plus loyale hospitalité. Il s'est montré pour vous d'une bonté paternelle. Il serait indigne de moi et de vous de le tromper. Je connais l'élévation de son âme. Il sera sensible à mon procédé d'honnête homme. S'il refuse de vous donner sa fille, comme cela est presque indubitable, il saura du moins qu'à l'avenir, si vous retourniez à Gerolstein, vous ne devez plus vivre avec elle dans la même intimité. Vous m'avez, mon enfant, ajouta mon père avec bonté, librement montré la lettre que vous écriviez à Maximilien. Je suis maintenant instruit de tout. Il est de mon devoir d'écrire au grand-duc, et je vais lui écrire à l'instant même. Vous le savez, mon ami, mon père est le meilleur des hommes, mais il est d'une inflexible ténacité de volonté lorsqu'il s'agit de ce qu'il regarde comme son devoir. Jugez de mes angoisses et de mes craintes. Quoique la démarche qu'il va tenter soit, après tout, franche et honorable, elle ne m'en inquiète pas moins. Comment le grand-duc accueillera-t-il cette folle demande? N'en sera-t-il pas choqué? Et la princesse Amélie ne sera-t-elle pas aussi blessée que j'ai laissé mon père prendre une résolution pareille sans son agrément? Ah, mon ami, plaignez-moi, je ne sais que penser. Il me semble que je contemple un abîme et que le vertige me saisit. Je termine à la hâte cette longue lettre. Bientôt je vous écrirai. Encore une fois, plaignez-moi, car en vérité je crains de devenir fou si la fièvre qui m'agite dure longtemps encore. Adieu, adieu, tout à vous de cœur et à toujours, Henri d'H.O. Maintenant, nous conduirons le lecteur au palais de Gerolstein, habité par Fleur de Marie depuis son retour de France. Chapitre 4. La princesse Amélie. L'appartement occupé par Fleur de Marie, nous ne l'appellerons la princesse Amélie qu'officiellement, dans le palais grand-ducal, avait été meublé par les soins de Rodolphe, avec un goût et une élégance extrême. Du balcon de l'oratoire de la jeune fille, on découvrait au loin les 2 tours du couvent de Sainte-Hermangilde, qui, dominant d'immenses massifs de verdure, étaient elles-mêmes dominées par une haute montagne boisée, au pied de laquelle s'élevait l'abbaye. Par une belle matinée d'été, Fleur de Marie laissait errer ses regards sur ce splendide paysage qui s'étendait au loin. Coiffée en cheveux, elle portait une robe montante d'étoffe printanière blanche, à petites raies bleues, un large col de batiste très simple, rabattu sur ses épaules, laissait voir les 2 bouts et le nœud d'une petite cravate de soie du même bleu que la ceinture de sa robe. Assise dans un grand fauteuil d'ébène sculpté, à haut dossier de velours cramoisi, le coude soutenu par un des bras de ce siège, la tête un peu baissée, elle appuyait sa joue sur le revers de sa petite main blanche, légèrement veinée d'azur. L'attitude languissante de Fleur de Marie, sa pâleur, la fixité de son regard, l'amertume de son demi-sourire révélaient une mélancolie profonde. Au bout de quelques moments, un soupir profond, douloureux, souleva son sein. Laissant alors retomber la main où elle appuyait sa joue, elle inclina davantage encore sa tête sur sa poitrine. On eût dit que l'infortuné se courbait sous le poids de quelque grand malheur. À cet instant, une femme d'un âge mûr, d'une physionomie grave et distinguée, vêtue avec une élégante simplicité, entra presque timidement dans l'oratoire et toussa légèrement pour attirer l'attention de Fleur de Marie. Celle-ci, sortant de sa rêverie, releva vivement la tête et dit en saluant avec un mouvement plein de grâce: « Que voulez-vous, ma chère comtesse? Je viens prévenir votre Altesse que monseigneur l'a prie de l'attendre. » « Car il va se rendre ici dans quelques minutes, » répondit la dame d'honneur de la princesse Amélie avec une formalité respectueuse. «
Aussi, je m'étonnais de n'avoir pas encore embrassé mon père aujourd'hui. J'attends avec tant d'impatience sa visite de chaque matin, mais j'espère que je ne dois pas à une indisposition de mademoiselle d'Arnheim le plaisir de vous voir 2 jours de suite au palais, ma chère comtesse. Que votre Altesse n'ait aucune inquiétude à ce sujet, mademoiselle d'Arnheim m'a prié de la remplacer aujourd'hui. Demain, elle aura l'honneur de reprendre son service auprès de votre Altesse, qui daignera peut-être excuser ce changement. Certainement, car je n'y perdrai rien. Après avoir eu le plaisir de vous voir 2 jours de suite, ma chère comtesse, j'aurai pendant 2 autres jours mademoiselle d'Arnheim auprès de moi. Votre Altesse nous comble, répondit la dame d'honneur, en s'inclinant de nouveau. Son extrême bienveillance m'encourage à lui demander une grâce. Parlez, parlez, vous connaissez mon empressement à vous être agréable. Il est vrai que depuis longtemps votre Altesse m'a habitué à ses bontés, mais il s'agit d'un sujet tellement pénible que je n'aurais pas le courage de l'aborder s'il ne s'agissait d'une action très méritante. Aussi j'ose compter sur l'indulgence extrême de votre Altesse. Vous n'avez nullement besoin de mon indulgence, ma chère comtesse. Je suis toujours très reconnaissante des occasions que l'on me donne de faire un peu de bien. Il s'agit d'une pauvre créature qui, malheureusement, avait quitté Gerolstein avant que votre Altesse eût fondé son œuvre si utile et si charitable pour les jeunes filles orphelines ou abandonnées que rien ne défend contre les mauvaises passions. Et qu'a-t-elle fait? Que réclamez-vous pour elle? Son père, homme très aventureux, avait été chercher fortune en Amérique, laissant sa femme et sa fille dans une existence assez précaire. La mère mourut. La fille, âgée de 16 ans à peine, livrée à elle-même, quitta le pays pour suivre à Vienne un séducteur qui la délaissa bientôt. Ainsi que cela arrive toujours, ce premier pas dans le sentier du vice conduisit cette malheureuse à un abîme d'infamie. En peu de temps, elle devint, comme tant d'autres misérables, l'opprobre de son sexe. Fleur de Marie baissa les yeux, rougit, et ne put cacher un léger tressaillement qui n'échappa pas à sa dame d'honneur. Celle-ci, craignant d'avoir blessé la chaste susceptibilité de la princesse en l'entretenant d'une telle créature, reprit avec embarras. « Je demande 1000 pardons à votre Altesse. Je l'ai choquée sans doute en attirant son attention sur une existence si flétrie. Mais l'infortunée manifeste un repentir si sincère que j'ai cru pouvoir solliciter pour elle un peu de pitié. » « Et vous avez eu raison, continuez, je vous en prie, dit Fleur de Marie, en surmontant sa douloureuse émotion. Tous les égarements sont en effet dignes de pitié lorsque le repentir leur succède. C'est ce qui est arrivé dans cette circonstance, ainsi que je l'ai fait observer à votre Altesse. Après 2 années de cette vie abominable, la grâce toucha cet abandonné. Saisie d'un tardif remords, elle est revenue ici. Le hasard a fait qu'en arrivant, elle a été se loger dans une maison qui appartient à une digne veuve, dont la douceur et la pitié sont populaires. Encouragée par la pieuse bonté de la veuve, la pauvre créature lui a avoué ses fautes, ajoutant qu'elle ressentait une juste horreur pour sa vie passée et qu'elle achèterait au prix de la pénitence la plus rude le bonheur d'entrer dans une maison religieuse où elle pourrait expier ses égarements et mériter leur rédemption. La digne veuve, à qui elle fit cette confidence, sachant que j'avais l'honneur d'appartenir à votre Altesse, m'a écrit pour me recommander cette malheureuse qui, par la toute-puissante intervention de votre Altesse, auprès de la princesse Juliane, supérieure de l'abbaye, pourrait espérer d'entrer sœur converse au couvent de Saint-Hermangilde. Elle demande comme une faveur d'être employée aux travaux les plus pénibles pour que sa pénitence soit plus méritoire. J'ai voulu entretenir plusieurs fois cette femme avant de me permettre d'implorer pour elle la pitié de votre Altesse, et je suis fermement convaincu
que son repentir sera durable. Ce n'est ni le besoin ni l'âge qui la ramène au bien. Elle a 18 ans à peine, elle est très belle encore et possède une petite somme d'argent qu'elle veut affecter à une œuvre charitable si elle obtient la faveur qu'elle sollicite. Je me charge de votre protégée, dit Fleur de Marie, en contenant difficilement son trouble, tant sa vie passée offrait de ressemblance avec celle de la malheureuse en faveur de qui on la sollicitait. Puis elle ajouta: le repentir de cet infortuné est trop louable pour ne pas l'encourager. Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance à votre Altesse. J'osais à peine espérer qu'elle daignât s'intéresser si charitablement à une pareille créature. Elle a été coupable, elle se repent, dit Fleur de Marie, avec un accent de commisération et de tristesse indicible. Il est juste d'avoir pitié d'elle. Plus ses remords sont sincères, plus ils doivent être douloureux, ma chère comtesse. J'entends, je crois, monseigneur, dit tout à coup la dame d'honneur sans remarquer l'émotion profonde et croissante de Fleur de Marie. En effet, Rodolphe entra dans un salon qui précédait l'oratoire, tenant à la main un énorme bouquet de roses. À la vue du prince, la comtesse se retira discrètement. À peine eut-elle disparu que Fleur de Marie se jeta au cou de son père, appuya son front sur son épaule, et resta ainsi quelques secondes sans parler. « Bonjour, bonjour mon enfant chéri, dit Rodolphe, en serrant sa fille dans ses bras avec effusion, sans s'apercevoir encore de sa tristesse. Vois donc ce buisson de roses. Quelle belle moisson j'ai faite ce matin pour toi. C'est ce qui m'a empêché de venir plus tôt. J'espère que je ne t'ai jamais apporté de plus magnifique bouquet. Tiens. » Et le prince, ayant toujours son bouquet à la main, fit un léger mouvement en arrière pour se dégager des bras de sa fille et la regarder. Mais la voyant fondre en larmes, il jeta le bouquet sur une table, prit les mains de Fleur de Marie dans les siennes et s'écria: « Tu pleures, mon Dieu, qu'as-tu donc ?»« Rien, rien, mon bon père, » dit Fleur de Marie, en essuyant ses larmes et tâchant de sourire à Rodolphe. « Je t'en conjure, dis-moi ce que tu as. Qui peut t'avoir attristé ?»« Je vous assure, mon père, qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter. La comtesse était venue solliciter mon intérêt pour une pauvre femme si intéressante, si malheureuse, que malgré moi je me suis attendri à son récit. »« Bien vrai? Ce n'est que cela ?»« Ce n'est que cela, répondit Fleur de Marie, en prenant sur une table les fleurs que Rodolphe avait jetées. Mais comme vous me gâtez, ajouta-t-elle, quel bouquet magnifique! Et quand je pense que chaque jour vous m'en apportez un pareil, cueilli par vous. Mon enfant, dit Rodolphe en contemplant sa fille avec anxiété, tu me caches quelque chose. Ton sourire est douloureux, contraint. Je t'en conjure, dis-moi ce qui t'afflige. Ne t'occupe pas de ce bouquet. Oh, vous le savez, ce bouquet est ma joie de chaque matin. Et puis j'aime tant les roses. Je les ai toujours tant aimées. Vous vous souvenez, ajouta-t-elle avec un sourire navrant, vous vous souvenez de mon pauvre petit rosier, dont j'ai toujours gardé les débris? À cette pénible allusion au temps passé, Rodolphe s'écria: « Malheureux enfant, mes soupçons seraient-ils fondés? Au milieu de l'éclat qui t'environne, songerais-tu encore quelquefois à cet horrible temps? Hélas, j'avais cru cependant te le faire oublier à force de tendresse. Pardon, pardon, mon père, ces paroles m'ont échappé, je vous afflige. » « Je m'afflige, pauvre ange, dit tristement Rodolphe, parce que ces retours vers le passé doivent être affreux pour toi, parce qu'ils empoisonneraient ta vie si tu avais la faiblesse de t'y abandonner. Mon père, c'est par hasard. Depuis notre arrivée ici, c'est la première fois. » « C'est la première fois que tu m'en parles, oui, mais ce n'est peut-être pas la première fois que ces pensées te tourmentent. Je m'étais aperçu de tes accès de mélancolie, et quelquefois j'accusais le passé de causer ta tristesse. Mais faute de certitude, je n'osais pas même essayer de combattre la funeste influence
de ces ressouvenirs, de t'en montrer le néant, l'injustice. Car si ton chagrin avait eu une autre cause, si le passé avait été pour toi ce qu'il doit être, un vain et mauvais songe, je risquais d'éveiller en toi des idées pénibles que je voulais détruire. Combien vous êtes bon, combien ces craintes témoignent encore de votre ineffable tendresse. Que veux-tu? Ma position était si difficile, si délicate. Encore une fois, je ne te disais rien, mais j'étais sans cesse préoccupé de ce qui te touchait. En contractant ce mariage qui comblait tous mes vœux, j'avais aussi cru donner une garantie de plus à ton repos. Je reconnaissais trop l'excessive délicatesse de ton cœur pour espérer que jamais, jamais tu ne songerais plus au passé. Mais je me disais que si par hasard ta pensée s'y arrêtait, tu devais, en te sentant maternellement chéri par la noble femme qui t'a connu et aimé au plus profond de ton malheur, tu devais, dis-je, regarder le passé comme suffisamment expié par tes atroces misères et être indulgente ou plutôt juste envers toi-même. Car enfin, ma femme a droit, par ses rares qualités, au respect de tous, n'est-ce pas? Eh bien, dès que tu es pour elle une fille, une sœur chérie, ne dois-tu pas être rassuré? Son tendre attachement n'est-il pas une réhabilitation complète? Ne te dit-il pas qu'elle sait, comme toi, que tu as été victime et non coupable? Qu'on ne peut enfin te reprocher que le malheur qui t'a accablé dès ta naissance? Aurais-tu même commis de grandes fautes? Ne serait-elle pas 1000 fois expiée, rachetée par tout ce que tu as fait de bien, par tout ce qui s'est développé d'excellent et d'adorable en toi? Mon père, oh, je t'en prie, laisse-moi te dire ma pensée entière, puisqu'un hasard qu'il faudra bénir en sans doute a amené cet entretien. Depuis longtemps, je le désirais et je le redoutais à la fois. Dieu veuille qu'il ait un succès salutaire. J'ai à te faire oublier tant d'affreux chagrins. J'ai à remplir auprès de toi une mission auguste, si sacrée, que j'aurais eu le courage de sacrifier à ton repos mon amour pour madame d'Harville, mon amitié pour Murph, si j'avais pensé que leur présence t'eût trop douloureusement rappelé le passé. Oh, mon père, pouvez-vous le croire? Leur présence, à eux qui savent ce que j'étais, et qui pourtant m'aiment tendrement, ne personnifie-t-elle pas au contraire l'oubli et le pardon? Enfin, mon père, ma vie entière n'eût-elle pas été désolée si pour moi vous aviez renoncé à votre mariage avec madame d'Harville? Oh, je n'aurais pas été seul à vouloir ce sacrifice s'il avait dû assurer ton bonheur. Tu ne sais pas quel renoncement Clémence s'était déjà volontairement imposé, car elle aussi comprend toute l'étendue de mes devoirs envers toi. Vos devoirs envers moi, mon Dieu, et qu'ai-je fait pour mériter autant? Ce que tu as fait, pauvre ange aimé, jusqu'au moment où tu m'as été rendu, ta vie n'a été qu'amertume, misère, désolation. Et tes souffrances passées, je me les reproche comme si je les avais causées. Aussi, lorsque je te vois souriante, satisfaite, je me crois pardonné. Mon seul but, mon seul vœu, est de te rendre aussi idéalement heureuse que tu as été infortunée, de t'élever autant que tu as été abaissée, car il me semble que les derniers vestiges du passé s'effacent lorsque les personnes les plus éminentes, les plus honorables, te rendent les respects qui te sont dus. À moi du respect? Non, non, mon père, mais à mon rang, ou plutôt à celui que vous m'avez donné. Oh, ce n'est pas ton rang qu'on aime et qu'on révère. C'est toi, entends-tu bien, mon enfant chéri, c'est toi-même, c'est toi seul. Il est des hommages imposés par le rang, mais il en est aussi d'imposés par le charme et par l'attrait. Tu ne sais pas distinguer cela, toi, parce que tu t'ignores, parce que, par un prodige d'esprit et de tact qui me rend aussi fier qu'idolâtre de toi, tu apportes dans ces relations cérémonieuses, si nouvelles pour toi, un mélange de dignité, de modestie et de grâce, auxquels ne peuvent résister les caractères les plus hautains. Vous m'aimez tant, mon père,
et on vous aime tant que l'on est sûr de vous plaire en me témoignant de la déférence. Oh, la méchante enfant, s'écria Rodolphe, en interrompant sa fille et en l'embrassant avec tendresse. La méchante enfant qui ne veut accorder aucune satisfaction à mon orgueil de père. Cet orgueil n'est-il pas aussi satisfait en vous attribuant à vous seul la bienveillance que l'on me témoigne, mon bon père? Non, certainement, mademoiselle, dit le prince en souriant à sa fille, pour chasser la tristesse dont il la voyait encore atteinte. Non, mademoiselle, ce n'est pas la même chose, car il ne m'est pas permis d'être fier de moi, et je puis, et je dois être fier de vous. Oui, fier. Encore une fois, tu ne sais pas combien tu es divinement doué. En 15 mois, ton éducation s'est si merveilleusement accomplie que la mère la plus difficile serait enthousiaste de toi. Et cette éducation a encore augmenté l'influence presque irrésistible que tu exerces autour de toi sans t'en douter. Père, vos louanges me rendent confuse. Je dis la vérité, rien que la vérité. En veux-tu des exemples? Parlons hardiment du passé. C'est un ennemi que je veux combattre corps à corps. Il faut le regarder en face. Eh bien, te souviens-tu de la louve, de cette courageuse femme qui t'a sauvé? Rappelle-toi cette scène de la prison que tu m'as racontée. Une foule de détenus, plus stupides encore que méchantes, s'acharnait à tourmenter une de leurs compagnes, faible et infirme, leur souffre-douleur. Tu parais, tu parles, et voilà qu'aussitôt ces furies, rougissant de leur lâche cruauté envers leurs victimes, se montrent aussi charitables qu'elles avaient été méchantes. N'est-ce donc rien, cela? Enfin, est-ce oui ou non grâce à toi que la louve, cette femme indomptable, a connu le repentir et désiré une vie honnête et laborieuse? Va, crois-moi, mon enfant chéri, celle qui avait dominé la louve et ses turbulentes compagnes par le seul ascendant de la bonté jointe à une rare élévation d'esprit. Celle-là, quoique dans d'autres circonstances et dans une sphère tout opposée, devait par le même charme, n'allez pas sourire de ce rapprochement, mademoiselle, fasciner aussi l'altière archiduchesse Sophie et tout mon entourage. Car bons et méchants, grands et petits, subissent presque toujours l'influence des âmes supérieures. Je ne veux pas dire que tu sois née princesse dans l'acception aristocratique du mot. Cela serait une pauvre flatterie à te faire, mon enfant. Mais tu es de ce petit nombre d'êtres privilégiés qui sont nés pour dire à une reine ce qu'il faut pour la charmer et s'en faire aimer, et aussi pour dire à une pauvre créature, avilie et abandonnée, ce qu'il faut pour la rendre meilleure, la consoler et s'en faire adorer. Mon bon père, de grâce. Oh, tant pis pour vous, mademoiselle, il y a trop longtemps que mon cœur déborde. Songe donc, avec mes craintes d'éveiller en toi les souvenirs de ce passé que je veux anéantir, que j'anéantirai à jamais dans ton esprit, je n'osais t'entretenir de ces comparaisons, de ces rapprochements, qui te rendent si adorable à mes yeux. Que de fois Clémence et moi nous nous sommes extasiés sur toi, que de fois si attendris que les larmes lui venaient aux yeux, elle m'a dit « N'est-il pas merveilleux que cette chère enfant soit ce qu'elle est, après le malheur qui l'a poursuivie? Ou plutôt, reprenait Clémence, n'est-il pas merveilleux que, loin d'altérer cette noble et rare nature, l'infortune ait au contraire donné plus d'essor à ce qu'il y avait d'excellent en elle? » À ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et Clémence, grande duchesse de Gerolstein, entra, tenant une lettre à la main. « Voici, mon ami, dit-elle à Rodolphe, une lettre de France. J'ai voulu la porter afin de dire bonjour à ma paresseuse enfant, que je n'ai pas encore vue ce matin, ajouta Clémence en m'embrassant tendrement Fleur de Marie. Cette lettre arrive à merveille, dit gaiement Rodolphe, après l'avoir parcourue. Nous causions justement du passé, de ce monstre que nous allons incessamment combattre, ma chère Clémence, car il menace le repos et le bonheur de notre enfant. Serait-il vrai, mon ami, ces accès de mélancolie que nous avions remarqués
n'avait pas d'autre cause que de méchants souvenirs. Mais heureusement, nous connaissons maintenant notre ennemi, et nous en triompherons. Mais de qui donc est cette lettre, mon ami demanda Clémence. De la gentille Rigolette, la femme de Germain. Rigolette s'écria Fleur de Marie, quel bonheur d'avoir de ces nouvelles. Mon ami, dit tout bas Clémence à Rodolphe, en lui montrant Fleur de Marie du regard. Ne craignez-vous pas que cette lettre ne lui rappelle des idées pénibles? Ce sont justement ces souvenirs que je veux anéantir, ma chère Clémence. Il faut les aborder hardiment, et je suis sûr que je trouverai dans la lettre de Rigolette d'excellentes armes contre eux, car cette bonne petite créature adorait notre enfant et l'appréciait comme elle devait l'être. Et Rodolphe lut à voix haute la lettre suivante. Ferme de Bouqueval, 15 août 1841. Monseigneur, je prends la liberté de vous écrire encore pour vous faire part d'un bien grand bonheur qui nous est arrivé et pour vous demander une nouvelle faveur, à vous à qui nous devons déjà tant, ou plutôt à qui nous devons le vrai paradis où nous vivons, moi, mon Germain et sa bonne mère. Voilà de quoi il s'agit, monseigneur. Depuis 10 jours, je suis comme folle de joie, car il y a 10 jours que j'ai un amour de petite fille. Moi, je trouve que c'est tout le portrait de Germain, lui que c'est tout le mien. Notre chère maman Georges dit qu'elle nous ressemble à tous les deux. Le fait est qu'elle a de charmants yeux bleus comme Germain et des cheveux noirs tout frisés comme moi. Par exemple, contre son habitude, mon mari est injuste. Il veut toujours avoir notre petite sur ses genoux, tandis que moi, c'est mon droit, n'est-ce pas, monseigneur? Braves et dignes jeunes gens, qu'ils doivent être heureux, dit Rodolphe. Si jamais couple fut bien assorti, c'est celui-là. Et combien Rigolette mérite son bonheur, dit Fleur de Marie. Aussi j'ai toujours béni le hasard qui me l'a fait rencontrer, dit Rodolphe. Et il continua. Mais au fait, monseigneur, pardon de vous entretenir de ces gentilles querelles de ménage qui finissent toujours par un baiser. Du reste, les oreilles doivent joliment vous teinter, monseigneur, car il ne se passe pas de jour que nous ne disions, en nous regardant, nous deux Germain, « Sommes-nous heureux, mon Dieu, sommes-nous heureux ?» Et naturellement, votre nom vient tout de suite après ces mots-là. Excusez ce griffonnage qu'il y a là, monseigneur, avec un pâté. C'est que, sans y penser, j'avais écrit Monsieur Rodolphe, comme je disais autrefois, et j'ai raturé. J'espère à propos de cela que vous trouverez que mon écriture a bien gagné, ainsi que mon orthographe, car Germain me montre toujours, et je ne fais plus des grands bâtons en allant tout de travers comme du temps où vous me tailliez mes plumes. Je dois avouer, dit Rodolphe en riant, que ma petite protégée se fait un peu illusion, et je suis sûr que Germain s'occupe plutôt de baiser la main de son élève que de la diriger. Allons, mon ami, vous êtes injuste, dit Clémence en regardant la lettre. C'est un peu gros, mais très lisible. Le fait est qu'il y a progrès, reprit Rodolphe. Autrefois, il lui aurait fallu 8 pages pour contenir ce qu'elle écrit maintenant en 2. Et il continua. C'est pourtant vrai que vous m'avez taillé des plumes, monseigneur. Quand nous y pensons, nous deux Germain, nous en sommes tout honteux en nous rappelant que vous étiez si peu fier. Ah, mon Dieu, voilà encore que je me surprends à vous parler d'autre chose que de ce que nous voulons vous demander, monseigneur, car mon mari se joint à moi, et c'est bien important. Nous y attachons une idée, vous allez voir. Nous vous supplions donc, monseigneur, d'avoir la bonté de nous choisir et de nous donner un nom pour notre petite fille chérie. C'est convenu avec le parrain et la marraine. Et ces parrains et marraines, savez-vous qui c'est, monseigneur? 2 des personnes que vous et madame la marquise d'Harville vous avez tiré de la peine pour les rendre bien heureuses, aussi heureuses que nous. En un mot, c'est Morel le lapidaire et Jeanne Duport, la sœur d'un pauvre prisonnier nommé Pique-Vinaigre, une digne femme que j'avais vue en prison quand j'allais y visiter mon pauvre Germain et que plus tard madame la marquise a fait sortir de l'hôpital.
Maintenant, monseigneur, il faut que vous sachiez pourquoi nous avons choisi M. Morel pour parrain et Jeanne Duport pour marraine. Nous nous sommes dit, nous deux Germain, ça sera comme une manière de remercier encore M. Rodolphe de ses bontés que de prendre pour parrain et marraine de notre petite fille des dignes gens qui doivent tout à lui et à madame la marquise. Sans compter que Morel le lapidaire et Jeanne Duport sont la crème des honnêtes gens. Ils sont de notre classe et de plus, comme nous disons avec Germain, ils sont nos parents en bonheur, puisqu'ils sont, comme nous, de la famille de vos protégés, monseigneur. Ah, mon père, ne trouvez-vous pas cette idée d'une délicatesse charmante dit Fleur de Marie avec émotion, prendre pour parrain et marraine de leur enfant des personnes qui vous doivent tout, à vous et à ma seconde mère? Vous avez raison, cher enfant, dit Clémence. Je suis on ne peut plus touché de ce souvenir. Et moi, je suis très heureux d'avoir si bien placé mes bienfaits, dit Rodolphe, en continuant sa lecture. Du reste, au moyen de l'argent que vous lui avez fait donner, monsieur Rodolphe, Morel est maintenant courtier en pierres fines. Il gagne de quoi bien élever sa famille et faire apprendre un état à ses enfants. La bonne et pauvre Louise va, je crois, se marier avec un digne ouvrier qui l'aime et la respecte comme elle doit l'être, car elle a été bien malheureuse, mais non coupable, et le fiancé de Louise a assez de cœur pour comprendre cela. J'étais bien sûr, s'écria Rodolphe en s'adressant à sa fille, de trouver dans la lettre de cette chère petite Rigolette des armes contre notre ennemi. Tu entends, c'est l'expression du simple bon sens de cette âme honnête et droite. Elle dit de Louise, elle a été malheureuse et non coupable, et son fiancé a assez de cœur pour comprendre cela. Fleur de Marie, de plus en plus émue et attristée par la lecture de cette lettre, tressaillit du regard que son père attacha un moment sur elle, en prononçant les derniers mots que nous avons soulignés. Le prince continua. Je vous dirai encore, monseigneur, que Jeanne Duport, par la générosité de madame la marquise, a pu se faire séparer de son mari, ce vilain homme qui lui mangeait tout et la battait. Elle a repris sa fille aînée auprès d'elle, et elle tient une petite boutique de passementerie où elle vend ce qu'elle fabrique avec ses enfants. Leur commerce prospère. Il n'y a pas non plus de gens plus heureux, et cela, grâce à qui? Grâce à vous, monseigneur, grâce à madame la marquise, qui tous deux savaient si bien donner et donner si à propos. À propos de ça, Germain vous écrit comme d'ordinaire, monseigneur, à la fin du mois, au sujet de la banque des travailleurs sans ouvrage et des prêts gratuits. Il n'y a presque jamais de remboursement en retard, et on s'aperçoit déjà beaucoup du bien-être que cela répand dans le quartier. Au moins maintenant de pauvres familles peuvent supporter la morte saison du travail sans mettre leur linge et leur matelas au mont-de-piété. Ainsi, quand l'ouvrage revient, faut voir avec quel cœur ils s'y mettent. Ils sont si fiers qu'on a eu confiance dans leur travail et dans leur probité. Dame, ils n'ont que ça. Aussi, comme ils vous bénissent de leur avoir fait prêter là-dessus. Oui, monseigneur, ils vous bénissent, vous, car, quoique vous disiez que vous n'êtes pour rien dans cette fondation, sauf la nomination de Germain comme caissier directeur, et que c'est un inconnu qui a fait ce grand bien, nous aimons mieux croire que c'est à vous qu'on le doit. C'est plus naturel. D'ailleurs, il y a une fameuse trompette pour répéter à tout bout de champ que c'est vous qu'on doit bénir. Cette trompette est madame Pipelet, qui répète à chacun qu'il n'y a que son roi des locataires, excusez, monsieur Rodolphe, elle vous appelle toujours ainsi, qui puisse avoir fait cette œuvre charitable, et son vieux chéri d'Alfred est toujours de son avis. Quant à lui, il est si fier et si content de son poste de gardien de la banque qu'il dit que les poursuites de monsieur Cabrion lui seraient maintenant indifférentes. Pour en finir avec votre famille de reconnaissants, monseigneur, j'ajouterai que Germain a lu dans les journaux que le nommé Martial, un colon d'Algérie,
avait été cité avec de grands éloges pour le courage qu'il avait montré en repoussant à la tête de ses métayers une attaque d'Arabes pillards et que sa femme, aussi intrépide que lui, avait été légèrement blessée à ses côtés, où elle tirait des coups de fusil comme un vrai grenadier. Depuis ce temps-là, dit-on dans le journal, on l'a baptisée Madame Carabine. Excusez cette longue lettre, monseigneur, mais j'ai pensé que vous ne seriez pas fâché d'avoir par nous des nouvelles de tous ceux dont vous avez été la providence. Je vous écris de la ferme de Bouqueval, où nous sommes depuis le printemps avec notre bonne mère. Germain part le matin pour ses affaires, il revient le soir. À l'automne, nous retournerons habiter Paris. Comme c'est drôle, monsieur Rodolphe. Moi qui n'aimais pas la campagne, je l'adore maintenant. Je m'explique ça parce que Germain l'aime beaucoup. À propos de la ferme, monsieur Rodolphe, vous qui savez sans doute où est cette bonne petite goualeuse, si vous en avez l'occasion, dites-lui qu'on se souvient toujours d'elle, comme de ce qu'il y a de plus doux et de meilleur au monde, et que pour moi, je ne pense jamais à notre bonheur sans me dire, puisque monsieur Rodolphe était aussi le monsieur Rodolphe de cette chère fleur de Marie, grâce à lui, elle doit être heureuse comme nous autres, et ça me fait trouver mon bonheur encore meilleur. Mon Dieu, comme je bavarde. Qu'est-ce que vous allez dire, monseigneur? Mais, bah, vous êtes si bon. Et puis, voyez-vous, c'est votre faute si je gazouille autant, et aussi joyeusement que papa Crétu et Ramonette, qui n'osent plus lutter maintenant de chant avec moi. Allez, monsieur Rodolphe, je vous en réponds. Je les mets sur les dents. Vous ne nous refuserez pas notre demande, n'est-ce pas, monseigneur? Si vous donnez un nom à notre petite fille chérie, il nous semble que ça lui portera bonheur, que ce sera comme sa bonne étoile. Tenez, monsieur Rodolphe, quelquefois, moi et mon bon Germain, nous nous félicitons d'avoir connu la peine, parce que nous sentons doublement combien notre enfant sera heureuse de ne pas savoir ce que c'est que la misère par où nous avons passé. Si je finis en vous disant, monsieur Rodolphe, que nous tâchons de secourir par-ci par-là de pauvres gens selon nos moyens, ce n'est pas pour nous vanter, mais pour que vous sachiez que nous ne gardons pas pour nous seuls tout le bonheur que vous nous avez donné. D'ailleurs, nous disons toujours à ceux que nous secourons, ce n'est pas nous qu'il faut remercier et bénir, c'est monsieur Rodolphe, l'homme le meilleur, le plus généreux qu'il y ait au monde. Et ils vous prennent pour une espèce de saint si ce n'est plus. Adieu, monseigneur. Croyez que lorsque notre petite fille commencera à épeler, le premier mot qu'elle lira sera votre nom, monsieur Rodolphe. Et puis après ceci, que vous avez fait écrire sur ma corbeille de noces, travail et sagesse, honneur et bonheur. Grâce à ces 4 mots-là, à notre tendresse et à nos soins, nous espérons, monseigneur, que notre enfant sera toujours digne de prononcer le nom de celui qui a été notre providence et celle de tous les malheureux qu'il a connus. Pardon, monseigneur, c'est que j'ai en finissant comme de grosses larmes dans les yeux. Mais c'est de bonnes larmes. Excusez, s'il vous plaît, ce n'est pas ma faute, mais je n'y vois plus bien clair et je griffonne. J'ai l'honneur, monseigneur, de vous saluer avec autant de respect que de reconnaissance. Rigolette, femme Germain. Post-scriptum. Ah, mon Dieu, monseigneur, en relisant ma lettre, je m'aperçois que j'ai mis bien des fois monsieur Rodolphe. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Vous savez bien que sous un nom ou sous un autre, nous vous respectons et nous vous bénissons la même chose, monseigneur.